Bonjour, soyez les bienvenus dans le Best of, cette émission où je sélectionne pour vous les meilleurs moments, les meilleurs morceaux des entretiens que j'ai avec des auteurs, avec des créateurs, avec des entrepreneurs, pour vous permettre de développer vos connaissances, pour vous motiver à développer vos compétences. Il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion passionnante avec Julien Barret, qui avait écrit un ouvrage sur le style. Et au cours de cette conversation, on s'est beaucoup arrêté sur la notion de punchline. Qu'est-ce qu'une punchline? Quelles sont ses caractéristiques? Pourquoi est-ce que vous auriez intérêt à vous y former? Mais nous avons commencé par une réflexion sur le terme lui-même. Regardez. Donc tu as décidé de consacrer un chapitre à la punchline. Est-ce que tu peux définir le terme et pourquoi est-ce qu'on on prend le mot anglais? C'est toujours intéressant de voir les emprunts qui sont faits. J'ai fait un petit bouquin sur les nouveaux mots du DICO aussi, où j'essayais de prendre une centaine de mots parmi les 7000 qui ont intégré Larousse et Robert depuis 20 ans. Et on voit qu'il y a des mots américains, effectivement. Là, l'Académie française s'en alarme, mais je serais un peu moins alarmiste à cet égard. Par exemple, le mot flow aussi, il a intégré la langue française. Le mot clash a intégré la langue française. Et ça, je l'ai vu dès le départ. Et ça montre un peu une légère imprégnation de la culture afro-américaine ou du rap aussi, sur quand les gens parlent de clash, de flow. Et la punchline aussi, elle est rentrée dans le dictionnaire. Hein, le mot punchline est dans les dictionnaires d'usage. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot punchline? Je pense que phrase coup de poing, la line, c'est la rime, c'est la phrase, et le punch, bah, donc c'est l'uppercut, c'est une phrase qui est immédiate, c'est un mot composé qui est immédiatement, qui est assez transparent, comme on dit en linguistique, qui évoque ce qu'il cherche à désigner directement. Et si on voulait évidemment le traduire en français plus classique, on parlerait de mot d'esprit, on parlerait de formule. Et on perd quelque chose. Effectivement, ouais. Et là, le mot formule, il est pas mal, je trouve. Rimbaud, il disait je cherchais le lieu et la formule. Et j'essaye de chercher le lieu et la formule. Je pense qu'on essaye tous de chercher une formule. Enfin, toi, tu as trouvé une formule qui fonctionne, qui est liée au travail, à la régularité de ce que tu postes. Mais tous les créateurs et les créatrices, tous les gens qui font de la musique, du théâtre, qui écrivent, ils cherchent une formule pour trouver les gens. Après, formule, ça peut être synonyme de formule chimique, d'équation bilan, ça peut être synonyme de slogan publicitaire. Et ça peut être utile, je trouve, en toutes circonstances, d'arriver à résumer un propos avec une formule ou une punchline. Mmh. Par ailleurs, si tu considères le monde du stand-up américain, qui vient du vaudeville français américain, au début du XXe siècle, le vaudeville, c'est un genre français, hein, c'est de la théâtre de boulevard, parce que c'était sur les grands boulevards. Il a été développé aux États-Unis, et on définit aux États-Unis, dans le milieu du vaudeville, de la comédie, la punchline comme la chute dans la réplique du comédien. Et ils ont trouvé une formule quasi chimique pour formuler précisément la punchline, c'est setup, premise, punchline. Donc ça veut dire je me baladais dans la forêt, j'ai croisé un anaconda, le pauvre n'a pas survécu. Exactement. Après cette entrée en matière, nous nous sommes penchés sur les caractéristiques d'une bonne punchline. Regardez. En développant là sur la question de ce qu'est une punchline, t'es tombé sur quelle catégorie quel critère de ce que c'est qu'une bonne punchline? Reprenons Wikipédia. Ils disent c'est un énoncé réducteur et séducteur. Ça, c'est une sorte de punchline. C'est-à-dire qu'un énoncé réducteur et séducteur, c'est un jeu de mots, un jeu de sons, et ça fait apparaître des images et ça condense. Mais faisons vraiment au plus simple, puisque j'ai tendance parfois à parler, à m'emporter et à être un peu complexe. Bah, t'es passionné, non? T'as raison. Faisons au plus simple. Une punchline, c'est d'arriver à résumer une idée de manière impactante. Donc, il va souvent y avoir une figure de style dedans. Ça peut être un paradoxe, ça peut être une rime. Après, a posteriori, on peut dire vous n'avez pas le monopole du cœur de Giscard d'Estaing. Peut-être que ça n'a pas été conçu comme une punchline, mais la punchline, on l'a. Mais il y a besoin d'un setup, en fait, parce que pour moi, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça peut être assez vain de se mettre en quête seulement de critères formels de ce qu'est une punchline, parce qu'il faut le setup.
Il faut d'abord l'amener. La même phrase, selon qu'elle a été plus ou moins bien amenée, ça peut s'effondrer ou pas. Donc je pense que c'est important de vraiment travailler sur ces deux dimensions. C'est que ça se Exactement. prépare. Donc bien sûr, ça Exactement. va aider de faire le travail sur le style qui, de temps en temps, on se dit j'ai envie de dire ça, mais ça n'a pas assez de gueule. Donc je vais le formuler peut-être avec de la répétition, avec de la rime, mais pas oublier le fait qu'il faut que ça se prépare. Et que peut-être que le meilleur moyen, c'est effectivement dans ce cas-là de regarder du stand-up, parce que là, pour le coup, c'est toujours préparé, et de regarder aussi les battles de rap. Et le paradoxe, exactement, tu as totalement raison de revenir. Et il y a beaucoup d'humoristes qui disent déjà le setup, il est drôle, il n'y a même pas besoin de faire de punchline. Le Parce que, paradoxe, c'est que ouais, le je t'en mot prie. d'esprit, puisqu'on retrouve cette tradition française du mot d'esprit qui est vraiment bien mise en scène dans un film comme Ridicule de Patrice Lecomte, Excellent. où tu as le baron de Malavoie qui est joué par Charles Berling, que j'ai interviewé dans mon dernier livre pour vraiment. Alors, il dit Sire, le roi, il croise le roi dans les jardins de Versailles. Le roi dit faites un sujet sur une blague, un mot sur moi, là, au débeauté. Et donc, Charles Berling, il dit Sire, le roi n'est pas un sujet. Ouais. Bah, ça, c'est l'équivoque, c'est le double sens. C'est Mhm. la figure soit de l'antanaclase, encore des mots barbares et compliqués, soit de la sylepse si le mot est répété. Mais ce truc, il y en a beaucoup dans le rap, il y en a beaucoup dans le stand-up, il y en a beaucoup dans les mots d'esprit du XVIIe siècle. D'utiliser un mot de façon suggestive pour faire une allusion avec un double sens, ça produit souvent à la française des punchlines. Et ensuite, c'est vous, grâce à vos questions, qui avez contribué à enrichir notre discussion. Alors, il y a Lou Garial qui demande quelle est la place de la punchline dans un discours rhétorique. J'aurais quelque chose à dire là-dessus, mais qu'est-ce que tu dirais, toi? Est-ce que tu vas parler de la clausule? Non, je t'assure que non, vas-y. Si on envisage l'art oratoire traditionnel, on a reproché à certains auteurs de terminer toujours leur paragraphe avec des formules très frappantes. Et ils appelaient ça la clausule, les latins, après un long développement. Donc la punchline, on peut en mettre partout, mais je pense que c'est ce qui doit, enfin, appelons-la formule, il faut déjà, avant de commencer, qu'on puisse nommer, enfin donner, décrire, donner un titre au discours, et peut-être arriver à le résumer dans une phrase particulièrement saisissante. Et c'est ça que le public retiendra à la fin. Donc on pourrait très bien commencer et finir, par exemple, si on trouve une super punchline. Ça, c'est un truc traditionnel de narratologie, quoi. Tu prends la première et la dernière phrase de ton texte, c'est la même. Mais ça peut servir à conclure. Et une fois dite cette punchline irremplaçable, elle demeurera à l'infini dans les oreilles des auditeurs. Alors moi là-dessus, je ferai une différence entre la fonction rhétorique et la fonction dialectique de la punchline. Donc je dirais qu'effectivement, quand on écrit un texte, un discours, une présentation, même au boulot, hein, si vous faites une présentation dans votre boulot, c'est une bonne idée, une fois que vous avez le gros de votre discours, de vous demander c'est quoi les idées que j'ai envie que le public emporte à la maison. Et donc ces idées-là, vous allez prendre le temps de les reformuler avec des figures. Vous prenez le livre de Julien, vous regardez ce que c'est vous savez ce que c'est qu'une anaphore, une métaphore, etc. Et vous vous demandez comment est-ce que je vais faire pour les rendre remarquables et mémorables. Donc ça, c'est vraiment la fonction de la punchline en rhétorique, c'est que le public, c'est ancrer votre idée dans la mémoire du public. Depuis peu de temps, je commence à comprendre la fonction dialectique de la punchline, parce que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube un format qui est un peu plus clash, où quand des gens me critiquent, je vais y répondre, et je me rends compte qu'en fait, mettre des punchlines ici ou là dans le discours, ça augmente le coût de l'attaque. Parce que je le vois, parce que quand les gens après analysent, par exemple en live, les extraits de discours où je mets des punchlines, ils coupent immédiatement parce qu'ils sont gênés. Donc une bonne punchline, ça augmente le coût que les autres ont à nous attaquer. Donc c'est assez intéressant. Et moi, je le vois également, les gens qui font des discours pour me critiquer, là où il y a des punchlines, je les sens passer. Et donc, je dois mettre un petit peu de temps pour digérer. Et donc, il y a vraiment une fonction dialectique de la punchline qui est de sidérer, de ridiculiser l'autre, qui fait qu'il va hésiter à 2 fois après à revenir sur le terrain de la bagarre. Et je le vois, c'est que souvent, ça se passe comme ça. On s'envoie des grunge punchlines. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, je pense que c'est bon. Là, maintenant, on va aller vers une discussion plus sympathique. On retrouve exactement le parallèle et l'étymologie de la punchline, le parallèle entre la joute oratoire et l'agonistique et la lutte, et le parallèle entre la punchline, setup, premise, punchline, et en boxe, jab, jab, crossing, crochet, crochet, uppercut.
Et on Mhm. voit que effectivement, après, tu es sonné. Et ce à quoi on reconnaît la punchline, c'est qu'il faut qu'il y ait un public. C'est de ça que tu parles. Soit des gens qui sont présents dans les Ouais, raconteneurs qui font Wow, tu l'as tué. Soit ouais, des ouais. gens qui le lisent, soit des journalistes qui notent. Ouais, ouais. La punchline n'est-il pas le mot actuel et anglo-saxon à la mode pour parler d'un aphorisme? Eh bien non. Donc en fait, l'aphorisme, euh, la fonction, c'est pas de. Il n'y a pas une fonction d'attaque, il n'y a pas forcément une fonction humoristique. Dans l'aphorisme, il y a plutôt une volonté de déclencher la réflexion. L'aphorisme, c'est une manière de formuler rapidement une idée profonde. Il n'y a pas le côté ludique et il n'y a pas le côté punch. Et donc, la preuve que punchline saisit quelque chose qu'on aurait du mal à dire en français, c'est que si on veut traduire punchline en français, on va devoir tourner autour du mot. On va devoir dire des choses du type phrase, choc. On va devoir dire des choses du type saillie, assassine. On va devoir rajouter des choses parce que on n'arrive pas à saisir tout à fait le mot en lui-même, le sens qu'il y a derrière le mot. Je serais un tout petit peu plus mesuré. Alors, j'évoque l'aphorisme et toutes sortes d'autres procédés d'en parler avec style. Et il y a énormément. Je souscris entièrement à ta définition de l'aphorisme. C'est l'expression d'une vérité générale de manière ramassée. Il y en a beaucoup chez PNL. Par exemple, le temps passera plus vite qu'hier. Le Mhm. temps passe. Il y a beaucoup de réflexions sur le temps chez PNL. Et pour poursuivre, je fais un parallèle entre Jules Laforgue, qui dit que la vie est quotidienne, et des textes de PNL qui arrivent par la répétition même des mots. Lundi, je vends, mardi, je vends. Il y a une chanson où il répète tout le temps lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bref, le temps qui passe. Et il y a beaucoup d'aphorismes. Et on pourrait dire que si l'aphorisme est vraiment à ramasser en une formule très concise, en tirant les choses, on pourrait parler de punchline, mais Mais sachant qu'il y a vraiment ça vient du monde du stand-up, la punchline. Et donc il y a ouais. le côté. Enfin après, je sais pas. Hein, peut-être que Si, si si, si on reste à une définition plus cadrée étymologiquement, vous avez raison tous les deux. Très bien. Si ça vous dit de poursuivre votre formation rhétorique, je vous propose de rejoindre ma conversation Telegram. Je viens de vous publier un petit cours d'une dizaine de minutes où je vous explique pourquoi c'est tellement important de développer vos grandes idées, de les formuler, de savoir les justifier, de savoir les incarner, de savoir les partager. Dans cette conversation, donc, je vous parle de rhétorique, mais je vous parle aussi de business, je vous parle aussi des réflexions qu'il y a derrière mes contenus, je vous parle de mes stratégies et je vous parle aussi d'investissement. Je vous propose notamment de voter pour les actions que j'ajoute à mon portefeuille du drama productif. Et je voudrais juste préciser maintenant pourquoi l'investissement est pour moi un sujet si important. Si vous voulez, le parcours dans lequel j'essaie de vous emmener comporte 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où vous vous passionnez pour un champ du savoir, où vous approfondissez vos connaissances et grâce à des outils rhétoriques, vous partagez ça avec le public. Le public s'en sert, vous devenez un expert reconnu dans le domaine, un cercle vertueux se crée, plus vous parlez, plus de gens vous sollicitent et vous commencez à avoir une activité qui fonctionne, vous commencez à obtenir le juste prix de vos connaissances. C'est dans la deuxième étape qu'intervient l'investissement, parce que l'investissement, ça vous permet de démultiplier les fruits de votre travail. Ça vous permet de plus en plus de ne plus avoir à travailler pour vivre. Et finalement, ça peut vous amener à une dernière étape, l'étape où vous n'avez plus besoin de travailler, l'étape où vos investissements vous rapportent régulièrement, si bien que vous pouvez faire uniquement ce que vous aimez avec ceux que vous aimez. Vous n'avez plus besoin d'être dans la course à l'efficacité, vous pouvez vous consacrer aux choses les plus belles, les plus utiles, à votre bien-être et au bien de la société. Et c'est pour en arriver là qu'il faut selon moi investir le plus tôt possible et le plus régulièrement possible. Et si ça vous dit de me rejoindre dans cette aventure de l'investissement, vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous obtenez une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Créez, partagez, cultivez-vous, passionnez-vous pour les choses les plus intéressantes et les plus utiles. Prenez bien soin de vous et à très vite.